Secret de fabrication. Secret de fabrication. Ariane Ascaride. Hervé Modic. Pierre-Olivier Scotto. Merci Ariane Ascaride de revenir à nous. Je dis revenir parce que la Triomphe de Chaville, vous y aviez joué il y a assez longtemps, on ne va pas dire combien de temps, pour la pièce Mathilde, la pièce de Véronique Olmy avec Pierre Arditi. C'est une maison qui est la vôtre, merci. Comme beaucoup d'artistes. Donc merci d'être là. Vous avez beaucoup joué depuis votre enfance. Vous avez dit une fois une très jolie chose, que ce métier, vous l'avez fait naturellement parce que vous avez beaucoup joué dans la rue, Oui. dans les rues de Marseille. Oui. Qui semblaient être à l'époque des rues heureuses. Alors, quels étaient vos partenaires et quels étaient ces jeux de ces rues heureuses de Marseille ? Ah, c'est étonnant que vous me parliez de ça parce que pas plus tard qu'hier, je parlais de ça. Je disais, je souhaite à tous les enfants de jouer sur le trottoir. C'est une chose incroyable de jouer sur le trottoir. On est les rois du monde quand on joue dans la rue. Tout est possible. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça pourrait se passer. Il peut y avoir des dangers, les voitures. Moi, quand j'allais chez ma grand-mère, parce que mon père ne voulait pas que je joue dans la rue. Donc, c'est quand j'allais chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle habitait un boulevard à Marseille, puisque je suis née à Marseille, un boulevard qui s'appelait le boulevard Baille. Et donc, le trottoir était très large et il était bordé d'énormes platanes. Et ma grand-mère habitait un tout petit appartement où, évidemment, au bout d'un moment, vous savez, j'étais une enfant assez active, assez énergique. Ça n'a pas changé? Pas beaucoup, non, mais vraiment, là, je pense que ça doit être pénible quand j'étais enfant. Donc, ma grand-mère me disait « descends ». Donc, je descendais. Et c'était génial, parce que vous avez des tas de trésors dans la rue. Vous trouvez des tas de choses par terre, dans des coins, des capsules de bouteilles de bière, des bouts de papier. Il n'y avait pas cette espèce de chose complètement... Alors, aujourd'hui, nous vivons des temps un peu étranges, mais il n'y a pas cette espèce d'hygiénisme complètement fou. Simplement, quand vous rentriez, oui, vous vous laviez les mains. Il y avait un truc comme ça, quand on rentrait dans la maison, il fallait se laver les mains. Mais on avait le droit d'avoir les mains sales. C'est une chose très importante de savoir avoir les mains sales. C'est une chose très importante de s'asseoir sur un bord de trottoir et d'avoir les pieds dans le caniveau. Ça vous remet, je ne sais pas comment expliquer, ça vous redonne un rapport à la distance, aux choses de la vie, à l'élément qui vous entoure, à l'urbanité, puisque moi je suis une fille de la ville, et vous avez beaucoup de pouvoir. En fait, vous avez beaucoup de pouvoir. Vous asseoir sur les marches des portes et de pouvoir jouer avec... moi, je jouais, vous savez, donc c'était des platanes. Et à certains moments de l'année, les platanes, ils fabriquent des espèces de petites boules. Vous voyez, j'ai le fruit ou je sais pas quoi, je les enlevais. Et ça devenait un truc tout doux, tout doux, tout doux. Il restait comme presque, c'était même pas du coton, un peu comme les fleurs de pissenlit, vous voyez, sur lesquelles on souffle et que... Bon, alors ça faisait ça, et j'avais trouvé, je me rappelle, une petite boîte, et alors j'ouvrais la boîte, je mettais ces espèces de petits êtres que moi, je sais pas, ça devenait un peu comme des êtres magiques, des moitiés anges, des moitiés lutins, enfin, je les mettais dans cette boîte, et et ça leur faisait un lit, et je les recouvrais avec un tout petit bout de tissu que j'avais trouvé chez ma grand-mère. Voilà, et ça inventait tout le temps. Et puis j'avais des copains du trottoir. Vos deux frères. Oui, j'avais mes Pierre frères, et mais mes Gilles. frères étaient beaucoup plus grands que moi. Donc en fait, j'ai eu une enfance assez solitaire. Et quand je jouais dans la rue chez ma grand-mère, il y avait 2-3 garçons. Parce que malheureusement, j'ai beaucoup joué avec des garçons quand j'étais enfant. J'étais ce qu'on appelle, je suis une fille réussie, puisque je suis un garçon manqué. Et donc, je jouais avec ces garçons, courir. Les enfants avaient le droit de courir sur le trottoir. On avait le droit de venir. Il y avait déjà des trottinettes. On pouvait faire de la trottinette. Elles étaient Pédale. avec la pédale, ouais, voilà. absolument. Et c'était comme ça. La rue était beaucoup plus à nous qu'aujourd'hui. Un jour, je me rappelle, dans Paris, j'étais très choquée parce que j'avais vu devant un immeuble interdiction aux enfants de jouer au ballon devant l'immeuble. C'est dans le 12e, je pourrais même dire la rue, je ne le dirais pas pour ne pas embêter les gens de cet immeuble. Mais c'est quelque chose qui m'a extrêmement choquée. Moi, je jouais à la balle.
C'est marrant parce qu'il n'y a plus beaucoup d'enfants qui jouent à la Oui, c'est balle. vrai, c'est Moi, vrai. je jouais à la balle. Enfant de la balle. Oui, peut-être. J'ai revu, je vous en avais parlé, Les Nuits de Cabiria. Nous avons revu de Fellini. Et en regardant Giulietta Massina, j'ai pensé à vous, à votre énergie, à vos mimiques, à ce côté de chaplinesque que vous avez. Je pense que Massina a dû vous... Massina, c'est un peu un. Elles sont deux, ces deux Italiennes qui est complètement dingue. Alors, c'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Il y en a une, elle s'appelle Giulietta Massina, et l'autre, elle s'appelle Anna Magnani. Et en fait, je vole l'une ou l'autre. Giulietta Massina, c'était sa petite taille comme la mienne, et L'énergie. Et l'énergie. Et en fait, quand vous êtes de petite taille, vous êtes souvent très énergique. Parce qu'il faut bien qu'on existe. Bien sûr. Vous voyez, il faut bien qu'on apprenne à sauter dans les foules pour pouvoir voir ce que les autres voient naturellement. Moi, si je saute pas, je vois pas. Bien sûr. Et donc, Giulietta Massina, c'est une actrice absolument sublimissime, très intellectuelle en fait, beaucoup plus intellectuelle que ce qu'on croit. Bien entendu. Hein, c'est une fille qui a fait des études, qui a fait des études de philosophie, si je me trompe pas, et qui a un sens. Elle est extrêmement romaine. Alors, la vie fait que je vais très souvent à Rome aujourd'hui, que j'ai des amis, que toute mon ascendance italienne, que je revendique très fort, qui est de Naples, mais en fait, qui est de Naples. Mais en fait, à Naples, je connais très peu de gens. Par contre, je connais énormément de gens à Rome. J'ai travaillé à Rome, mais quand je suis à Rome, oui, Massina, elle est très. Et Anna Magnani, c'est une madone romaine aussi, si vous voulez quoi. Et est-ce qu'on peut dire que la rue, le trottoir, la ville, ça a été votre premier plateau de théâtre? Oui, on peut le dire, parce Vous le sentiez? que je sentais pas comme théâtre, je sentais comme lieu de liberté, lieu d'inventer, lieu de sauter, de courir, de danser. Dans un appartement, c'est pas si évident. Quand vous avez des appartements qui sont pas grands, je pense aujourd'hui aux mômes qui habitent dans les cités, les machins comme ça. Pourquoi? C'est les seuls qui descendent d'ailleurs, hein. C'est les seuls que vous voyez en bas. C'est parce que les appartements sont petits. Et qui sont nombreux. Et qui sont nombreux. Et vous avez dit que vous êtes passé, parce que votre père aimait beaucoup le théâtre. Mon père faisait du théâtre amateur, oui, absolument. Etc. Et vous êtes passé du jeu de la rue à la scène tout naturellement, sans trac, en toute innocence. Aucun. Mais aucun. C'est-à-dire qu'un jour, mon père a décidé qu'il fallait que je fasse du théâtre, parce que nous, mes frères et moi, vous savez, le dimanche, normalement, la famille va faire un tour à la campagne. Nous, on faisait pas un tour à la campagne, on faisait théâtre, quoi. Notre père avait décidé que c'était comme ça, puis on n'avait rien à dire. Donc un jour, ce que je raconte souvent, il m'a fait venir à une répétition et il m'a dit dis mouton. Mais mouton, parce que moi, je parlais avec un accent marseillais, je dis mouton. Mouton. Donc il me dit, est-ce que tu peux dire mouton? Je dis mouton. Bon, c'est bon, elle est bonne, la petite, elle peut jouer. Voilà, ça s'est vraiment passé comme ça. Et je me suis retrouvée à jouer une pièce qui s'appelait Claude de Lion, où il y avait Caligula, Britannicus, Agrippine, Claude de Lion. Et puis il y avait Caligula qui avait une petite sœur qui s'appelait Drusilla. Et donc je jouais Drusilla. Donc je me suis retrouvée habillée avec une robe romaine, une cape, je crois, je ne me rappelle plus très bien, un beau chignon, un bijou dans les cheveux. C'était mieux qu'à la récré, quoi. Et vraiment, j'ai ce souvenir très, très fort de tous ces adultes, parce que je jouais avec des adultes, qui étaient très angoissés le jour de la première, et je ne comprenais pas du tout pourquoi, parce que c'était tellement simple. Et en fait, depuis, je cherche à retrouver ça. C'était ma question. Cette innocence, cette légèreté, cette absence absolue de trac, c'est venu quand? À quel moment vous avez croqué la pomme et vous êtes aperçu que la vie, c'était quand même, la vie d'artiste, c'était quand même beaucoup de concentration, beaucoup de trac, beaucoup assez vite, en fait. Très ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai joué avec mon père comme ça jusqu'à l'âge de... Donc j'ai commencé, j'avais 8 ans. J'ai joué jusqu'à l'âge de 12 ans. Et après, mon père m'avait coupé les cheveux, donc je jouais que des garçons. Ceux dont j'étais hyper contente. Parce que, à mon époque,
un garçon a 100 fois plus de liberté qu'une fille. Bien sûr. Moi, avec mes cheveux courts, je pouvais courir dans la rue. Je rentrais dans un magasin, on me disait « Qu'est-ce que tu veux, petit ?» J'étais super contente. J'avais pas besoin d'avoir des chaussettes blanches, une petite jupe, des machins comme ça. J'étais un désespoir. Et puis, bon, à 12 ans, petit à petit, les choses se sont mises à bouger. Donc, j'ai arrêté de jouer. J'avais plus envie parce que je voulais aller avec mes copines. Et puis, à 17 ans, 16 ans ou 17 ans, je suis allée passer le concours du Conservatoire de Marseille. Et je suis rentrée au Conservatoire de Marseille. Et là, ça ne s'est plus du tout passé pareil. La conscience. La conscience. Et puis, il y avait quand même aussi pas mal de canons dans lesquels tu devais entrer. Et j'entrais nulle part. Ah oui. Donc, j'étais pas mauvaise, mais on savait pas où me mettre. Quel emploi, Voilà. dirait Jouvet, Quel emploi. Eh oui. Je n'avais pas... Oui, on pouvait me dire, allez, oui, tu vas faire une soubrette. Mais en fait, cette soubrette, elle était un peu... Ça collait pas complètement, vous voyez. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que ça allait pas être de la tarte et que pour que j'arrive que j'arrive à imposer ça, il allait falloir beaucoup de patience et beaucoup de travail. Et beaucoup de travail. Beaucoup de travail. C'est le début du combat, parce que je sais que le mot combat est un mot qui vous est cher aussi. C'est un vrai combat avec vous-même, là, en l'occurrence. Ça a été un combat incroyable et parce que au Conservatoire de Marseille, on disait que j'étais vivante, mais un peu vulgaire. J'étais pas vulgaire, j'étais populaire. Ben oui. Mais j'étais vulgaire parce que il fallait correspondre. Alors, je rends hommage à mon professeur du conservatoire qui était une demoiselle qui s'appelait Mademoiselle Irène Lamberton, qui était un personnage prodigieux. Déjà le nom, tu vois, magnifique. qui avait passé son concours de professeur de conservatoire à Alger, qui était rapatriée, qui était venue en France, qui était, mais l'élégance même, elle me fascinait. Elle avait des ongles toujours très bien faits, elle était toujours avec des petites chaussures, des petits talons. Elle était, mais c'était une poupée. Et j'ai adoré cette femme. Mais adoré. Et elle m'a appris à ne plus marcher comme un grenadier, à traverser un plateau, à me mettre une crinoline, à prendre à m'asseoir sur un bord de chaise. Toutes ces choses-là, je ne savais pas les faire. Donc, je lui dois énormément. Et elle a quand même tenu à ce que je reste, même si des fois, quand je passais les concours au conservatoire, on lui disait « Mademoiselle Ascaride, oui, elle a un truc, mais enfin... Et elle disait « Mais non, vous verrez, vous verrez, vous verrez. Oui. » Et j'ai eu un premier prix de comédie classique avec Propriété condamnée de Tennessee Williams. Oui. Et ça m'allait comme un gant. Parce que quand on connaît cette pièce, ça marchait tout seul, quoi. Et après, je suis venue passer le concours au conservatoire à Paris. Et là, vous rentrez au conservatoire, parce je crois qu'on s'est connus, à une époque où on a eu de la chance. Ah, parce que c'est le conservatoire qui est révolutionné, qui est chamboulé. Il n'y a plus de prix d'interprétation à la fin. Il n'y a plus de concours, et le concours d'entrée, il n'y a plus de notion d'emploi. C'est-à-dire qu'en fait, arrivent Jacques Rosner, le directeur, et des professeurs comme Vitesse, Bluval, Roussillon, Debauche. Et ces gens-là, tout d'un coup, éradiquent la notion d'emploi. Et on a la chance, dit on, parce que c'est toute une génération d'acteurs. C'est vraiment, en plus, c'est une parenthèse. C'est vraiment une parenthèse incroyable. Et là, je voudrais que vous nous parliez, j'aimerais qu'on se parle, que vous nous parliez du conservatoire, du travail que vous avez fait dans ce conservatoire nouveau, magnifique, qui a démarré dans les années, 78, 79. Voilà. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce conservatoire? Alors, d'abord, je tiens vraiment là à rendre hommage à ces professeurs que vous venez de nommer, parce que sans eux, je ne serais jamais rentrée. Jamais. D'abord, je l'ai passé une première fois, et je tairai le nom d'un homme qui était là, professeur, et qui, pendant que je passais, se foutait royalement de ma gueule. Mais vraiment, c'est une chose que je n'ai jamais oubliée. C'est très déstabilisant, c'est affreux. C'était une forme de harcèlement, quoi. C'était de l'humiliation pure. Voilà. Et je l'ai repassé l'année parce que bon, il y avait plusieurs tours, et dans ce premier tour, je m'étais retrouvée dans un jury qui était présidé par ce professeur vraiment. Enfin bon. Et l'année d'après, je l'ai repassé, et j'avais dans mon jury Marcel Bluval et Antoine Vitesse. Et
Voilà, sans eux, je ne serais pas en train de vous parler. C'est tout, c'est la seule chose que j'ai à dire. Je ne serais même pas en train de vous parler. Je ne serais jamais rentrée. Je ne correspondais, comme je l'ai dit tout à l'heure, à rien. Et eux, ils voulaient transformer ça. Et d'un coup, je suis entrée dans une école qui était une école en ébullition. Ça ne cessait pas de propositions de la part d'hommes de théâtre extraordinaires, que ce soit Jean-Paul Roussillon, qui est quand même un des plus grands acteurs que le théâtre français ait connu. Un géant. C'est un géant. Que ce soit Antoine qui se servait de sa classe comme d'un laboratoire. Il y a des choses qu'on a vues en classe qui après se sont retrouvées dans les mises en scène d'Antoine, dans les spectacles qu'il faisait. Il cherchait à l'intérieur de sa classe, donc il nous faisait participer à son processus dans les classes de Marcel. Moi, je me rappelle le premier cours avec Marcel Bluval qui dit « Le truc qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut savoir dire merde à un metteur en scène. Mais il faut savoir dire pourquoi on dit merde. » Et c'était dingue, quoi. Et du coup, il y avait une émulation entre... Alors, c'était très beau parce que ces professeurs eux-mêmes tentaient des choses, chacun dans leur classe. De temps en temps, se retrouver dans un café qui était à côté. Le bar des amis. Et où ça discutait. Moi, j'ai des souvenirs comme ça d'écouter ces 4 mecs en train de parler. Et d'engranger, mais d'engranger tout ce qu'ils disaient, même si je ne comprenais pas tout. Et puis après, il y avait ces journées de sortie où on se faisait taper sur les doigts par le Figaro ou des choses comme ça, mais où il y avait une liberté, où ces professeurs avaient du respect pour leurs élèves, regardaient ce qu'ils faisaient, essayaient de transmettre, essayaient aussi d'être à l'écoute de ce que les élèves proposaient. Et ça, c'était magnifique. Moi, je dis toujours qu'on a eu énormément de chance d'être dans ce temps très étonnant, dans cette espèce de parenthèse. Et tout ça, on le doit à un gars qui s'appelle Jacques Rosner, quand même, qui était le directeur du conservatoire. Vous avez le sentiment qu'elle est refermée ? Ah oui. Même une certitude. Ah oui, c'est même... oui, j'en suis même en colère. C'est redevenu une école. Voilà, c'est redevenu une école, et puis c'est dommage, quoi. C'est dommage, et nous, on passait d'une classe à l'autre, on échangeait, on se foutait sur la gueule, on pouvait se disputer dans les couloirs, mais on revenait voir, on était critique, on était terrible. Moi, j'ai toujours dit, après 3 ans de conservatoire, je peux tout supporter. Ouais. On se faisait enfermer dans le conservatoire, on répétait la nuit, mais c'était parce qu'on était tellement contents. Passionné. Ça faisait que ça. Toute la journée, on ne faisait que ça. Et je pense que c'est indispensable. Il me semble qu'on a besoin, si on veut vraiment faire ce métier, d'avoir un temps obsessionnel. Quand on est jeune, où on ne pense que théâtre. Mais on pense véritablement théâtre. On ne pense pas... carrière, évidemment pas. Carrière, exactement. Aujourd'hui, il me semble, si vous voulez, que... on fourvoie les jeunes acteurs, les jeunes élèves. On les fait travailler sur la représentation de ce qu'ils pourraient être. Et donc, du coup, ça réduit énormément. Je suis allée donner des cours au conservatoire il y a 2 ans, enfin un semestre. Et j'étais très... Et je ne leur en veux pas, ils y sont pour rien d'ailleurs. Mais j'étais très surprise par le manque d'inventivité des élèves. C'est terrible. Très, très surprise. Inconsciemment, il se disait qu'il fallait correspondre à quelque chose. Alors que nous, je dis pas qu'on était mieux, mais je dis qu'on n'avait pas ça, en tout cas. On se disait, on était extrêmement prétentieux. C'est ça qui était génial, mais très prétentieux. On pensait qu'on était les meilleurs du monde. Et je pense qu'il faut penser ça. Et on arrivait et on chamboulait, on se disait qu'on allait chambouler l'art théâtral, qu'après nous, tout serait différent. Mais il faut penser ça quand on a 20 ans. Ce qui n'était pas complètement faux, hein, pour le moment. Ben non, parce que c'est quand même les générations de Mesguich, ces générations de Mesguich, de Vitesse, de Jacques Lassalle, bien de sûr, tous ces gens-là. On prenait beaucoup plus de risques. Aujourd'hui, ils ont du mal à prendre des risques. D'abord parce que quand nous, on a envie de devenir acteur,
dans la société française, c'est quand même toujours pas très bien vu Oui. d'être acteur. Au mieux, c'est sympathique. entre C'est guillemets. sympathique, mais sinon, Au c'est mieux. pas un métier, quoi. Pas Vous vraiment. voyez? À part ça, vous faites quoi? Ah bah, voilà. Et cette phrase-là, moi, je l'ai entendue. Hein, Ah oui. mais vous voulez faire quoi? Non, mais je voudrais être comédien. Oui, d'accord, mais vous voudriez faire quoi comme métier? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a vraiment changé, c'est ce phénomène de la représentation. Tout le monde est en représentation. Et du coup, tout le monde rêve d'être acteur. Comme en plus, il y a beaucoup de chômage, pourquoi pas être acteur? Hein? Quitte à prendre des risques. Quitte à prendre des risques. Oui, puis- Alors que nous, les risques qu'on prenait, ils étaient terribles pour nos familles, si vous voulez. Je sais pas comment Non, mais expliquer. bien sûr. Ils étaient beaucoup plus... Mes parents, moi, je venais d'un milieu très populaire. Je vais vous dire un truc, mon père, je suis entrée au conservatoire. Bon, il était content, j'avais fait des études supérieures en même temps, donc il comprenait pas que je veuille Sociologie. faire... Oui, que je veuille faire le conservatoire. Je suis sortie du conservatoire, j'ai quand même pas mal ramé. Du coup, j'avais passé le concours de professeur du conservatoire. Là, mon père était content. C'est ça. Oui, c'est ça. Elle a un bagage comme Voilà, ça. j'ai été professeur. C'était juste le mot. Vous êtes une comédienne avec votre corps, avec vos expressions. Vous êtes déjà le monde entier des choses, tout simplement. Mais ça met du temps. Ben oui. C'est ça aussi qu'il faut dire aux jeunes acteurs. Ça prend du temps. On croit... Les jeunes gens, aujourd'hui, pensent qu'ils sont acteurs. Alors, c'est pire que tout. C'est un truc qui m'a frappé quand je suis allée filer ces cours au conservatoire. C'est-à-dire qu'ils étaient acteurs, quoi. Ils étaient rentrés au conservatoire, ils étaient Vous acteurs. avez la carte. Mais c'est pas leur faute, ça. C'est parce qu'on leur a pas expliqué. Quand vous sortez du conservatoire, vous n'êtes toujours pas acteur. Vous savez certaines choses. Jacques Rosner nous avait... Moi, ça m'avait frappé, Jacques, il avait dit une phrase. On n'est pas ici pour vous apprendre à être acteur, on n'est ici que pour vous apprendre à répéter. Et c'est vrai que c'est un truc important. Alors, quand est-on acteur? Répétez. Au premier cachet? Sûrement Moi, pas. je pense qu'on apprend toute sa vie. On apprend. Et petit à petit, s'il y a à un moment donné, il y a ne serait-ce qu'une petite reconnaissance, on n'est pas obligé d'avoir une grande reconnaissance, mais une petite reconnaissance de votre travail, de ce que vous faites, alors ça vous apporte une espèce d'apaisement qui peut vous permettre d'avoir vous-même un peu de reconnaissance pour vous-même et de commencer à poser quelques jalons tout en gardant le doute. Et si vous n'avez pas de doute, vous ne pouvez pas faire ce métier. Bien sûr. On ne peut pas fonctionner sans doute. Mais enfin, je pense que tout ça, c'est bon pour n'importe quel métier artistique. Hein. Un peintre, un musicien, Et n'importe quel quoi. engagement. Et n'importe quel engagement. Il faut Bien sûr. avoir du doute. Bien sûr. Savoir, être sûr de quelque chose, c'est la mort. C'est fini. Si vous êtes sûr, c'est fini. Même la foi implique le doute. Mais fondamentalement, surtout. Et ça, on l'apprend petit à petit et on apprend son métier en écoutant, en regardant. Et la sociologie que vous avez étudiée, ça a été un moment important. Vous étiez à Aix-en-Provence, vous avez fait une rencontre majeure dans votre vie, Oui. évidemment, qui est celle de mon mari. votre mari, Robert Guédiguian. C'était complémentaire par Oui, je rapport à votre pense qu'en démarche. fait, c'était Vous complémentaire. vous en servez tout le temps, toujours, Oui, de parce cette période, que, finalement. mais en non fait, je pense que, comment vous dire, quand j'étais petite, j'étais sur le trottoir, je jouais sur le trottoir et je regardais les gens. J'ai toujours aimé regarder les gens. Je regarde tout le temps les gens. Quand plus tard, je me suis mise à faire de la sociologie, le fait que que j'avais cette habitude de regarder les gens, m'a aidé pour comprendre le travail. Et puis, des textes, des auteurs m'expliquaient les comportements sociaux de gens, voilà, les milieux sociaux, les choses comme ça, comment ça se traversait, parfois comment ça ne se traversait pas. Et après, quand je suis devenue comédienne, la seule chose que j'essaye de faire, c'est chaque fois, à travers mon corps, comme vous dites si bien, et à travers ma voix, de donner la parole à des personnages qui sont issus de milieux, d'histoires sociales ou d'histoires tout court, de l'histoire d'un pays. Voilà. Je suis au service, moi. Je suis juste au service. Je suis un interprète. Vous savez, un interprète, c'est quelqu'un qui traduit une langue à quelqu'un d'autre. Par exemple, quelqu'un qui peut traduire du tchèque à un français. Moi, je suis juste celle qui
a lu un texte d'un auteur, de quelqu'un qui a écrit ça chez lui, sur un ordinateur ou sur son cahier, j'en sais rien. Et il y a quelqu'un qui vient dans une salle de théâtre s'asseoir, et moi je passe la chose. C'est tout. Je suis au service de j'essaie le mieux que je peux de rendre la justesse de ce qui a été écrit. C'est pour ça qu'il faut répéter. Parce que les répétitions, au fur et à mesure des jours qui passent, ça vous aide à mieux comprendre. Et même, il faut continuer à lire. Même quand vous jouez, il faut continuer à lire le texte. C'est Antoine qui disait ça. Il faut le lire tous les jours. Parce que tous les jours, vous allez trouver un autre truc. Et cette approche est la même pour le cinéma, parce que un film, on tourne pas, on n'est pas dans la chronologie quand pas on tout tourne. à fait. Ça marche on commence pas par la fin parfois. Pas tout à fait. Comment votre premier cachet entre guillemets, c'était le théâtre ou c'était le cinéma? Votre tout premier film, c'est La Communion solennelle. Alors absolument, c'est La Communion solennelle. Et alors, René Ferré. René Ferré. En fait, j'avais rencontré René Ferré parce que j'étais allée voir La Noce chez les petits bourgeois, mis en scène par Jean-Pierre Vincent. Et c'était mon frère qui m'avait emmené voir ce spectacle. Pierre, qui lui-même faisait du théâtre. Directeur de théâtre, metteur en scène, etc. Et René Ferré avait un projet qui était La Communion solennelle. Donc, c'est un film qui parle d'une famille de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 70. Avec la voix de Reggiani. Voilà. Et qui parle... C'est une famille du Nord, avec des gens qui sont mineurs, des gens qui sont petits commerçants et tout ça. Et j'étais donc en études, j'étais à la Sorbonne à ce moment-là, et je faisais des études de sociaux. Et René m'a demandé de faire un travail sur la vie sociale des mineurs dans les corons. J'ai fait ce travail-là, je lui ai rendu, et il m'a dit, écoute, je n'ai pas d'argent pour te payer pour ce travail, mais je te propose de tourner dans le film. Voilà, ça se fait comme merveilleux. ça. Merveilleux. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est La Communion solennelle, où je me suis retrouvée terrifiée devant une caméra, je ne savais rien. Et le premier plan que j'avais, c'était un premier plan où je devais marcher dans un travelling. Marcher dans un travelling quand vous ne comprenez rien, c'est l'enfer. Donc, vous baissez les yeux parce que vous avez peur de trébucher. Parce que vous avez peur de trébucher. Et ça a été très dur parce que le chef opérateur de ce film a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fille qui vient faire ça? On perd du temps. Et donc, j'ai très vite, dès le premier jour, pris en pleine gueule la dureté du monde du cinéma, qui est un monde très dur, parce que une journée de tournage, ça coûte très cher. C'est un monde d'angoisse. On n'a pas de temps à perdre. C'est une industrie, le cinéma. Je ne savais pas tout ça. Et je ne savais pas jouer cinéma. Je connaissais que le jeu théâtre. Donc on ne cessait de me dire, mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Mais arrête, c'est pas la peine de parler fort, c'est pas la peine. Donc j'étais absolument désespérée, perdue, angoissée. Et voilà, mon premier cachet, c'est celui-là. Et ce film est allé... alors c'est ça le rigolo, c'est que ce film a été sélectionné au Festival de Cannes et que... Donc, avant que je rentre au conservatoire, je me suis retrouvée... sur les marches. Sur les marches du Festival de Cannes, voilà. C'est merveilleux. C'était avant le conservatoire de Paris. Je suis rentrée juste en septembre après. Alors le cinéma est vraiment difficile, vous le dites. C'est un métier très particulier, mais Dieu sait s'il vous a proposé des rôles extraordinaires. Mais c'est Marius et Jeannette qui a vraiment lancé votre carrière cinématographique. Oui, tout à fait. C'est Marius. C'est-à-dire que Marius... je suis passée de l'ombre à la lumière en 1h48. C'était une révélation incroyable. En 1h48. Vraiment, c'était même... secouant, parce qu'en fait, on avait fait d'autres films avec Robert, avec toute notre bonne volonté et très peu d'argent, et en même temps, c'est des souvenirs extraordinaires. Moi, je dis toujours aux jeunes gens aujourd'hui, si vous voulez faire du cinéma, allez-y, faites-le avec une petite caméra, faites-le avec un téléphone. On peut le faire avec un téléphone maintenant. Faites-le avec un téléphone, faites-le avec ce que vous voulez, mais allez-y, n'attendez pas d'avoir de l'argent, n'attendez pas qu'on vous donne les conditions. Non, tournez, c'est indispensable.
Et nous, on a fait des films vraiment, vous voyez, on dormait dans des foyers Sonacotra, on dormait chez des vieilles tantes ou des machins comme ça, parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer des chambres d'hôtel. On tournait, on a fait un film une fois, en 3 semaines, on était 11, équipe et acteurs. Ah oui. Bon, dans un seul lieu, quoi. C'était un huis clos, mais tout ça tenait dans le matos tenait dans une 4L. Je sais pas si vous voyez, à ce Si, moment-là, si. c'était pas des petites caméras comme maintenant, c'était pas des caméras numériques. Et c'est Guédiguian qui faisait les courses tous les midis pour qu'on mange. On mangeait, qui faisait la régie. Qui quoi. faisait la régie et tout. Et bon, c'est un très beau souvenir. Après, ce film n'est jamais sorti en salle. Il ne sort que dans les festivals, dans les... Il est peut-être en DVD. Quel est le Il est titre en de ce DVD. film-là? Il s'appelle Kilosa. Kilosa. Et dans les rétrospectives, il est. Tu vois, quand il y a des rétrospectives, il est là. Et puis un jour, on a fait Marius. Alors d'abord, on a fait un film qui s'appelait À la vie, à la mort, Mhm. et qui a eu un très grand succès d'estime. On a eu vraiment des critiques formidables. Et là, je raconte une petite histoire, si on a le temps, qui est une histoire, parce que je veux lui rendre hommage. Le film, À la vie, à la mort, est sélectionné pour le prix Louis Deluc. Et c'est en même temps que sort Nelly et Monsieur Arnaud de Claude Sautet. Donc c'est en 95. Et on est comme des... Donc nous, on est là... C'était les grèves de la Exact. SNCF. Paris n'avançait pas. On met des heures pour arriver au Fouquet's, où c'était là que les choses étaient dites. Et puis, on était les seuls. Les autres films, les gens n'étaient pas là. Ah, ça, c'est aussi des trucs qu'on apprenait. On ne savait pas que on ne vient que si on a le prix. Donc, on attendait. Bon, on n'a pas le prix. On remonte dans la voiture. On repart au milieu de ces embouteillages absolument épouvantables. Et on écoute la radio. Et sur France Inter, on interviewe Claude Sautet, qui vient d'avoir le prix Louis Deluc, et qui dit « Ce n'est pas moi qui devrait avoir ce prix. C'est Robert Guédiguian avec À la vie, à la mort. » Quelle élégance. Quelle élégance, une élégance inimaginable. Et après, on l'a rencontré. Et c'est vraiment une rencontre forte de ma vie de Claude Sautet. Et c'est marrant parce qu'on fait cette émission et en fait, ces derniers temps, il n'y a pas longtemps, enfin, ça m'est venu parce que quand j'ai filé les cours au conservatoire un jour, je leur dis, écoutez, on va faire une séquence à la Claude Sautet dans un café. Je leur dis, on va aller dans un café. Personne ne savait qui était Claude Sautet. C'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Mais Et je- c'était des élèves du conservatoire, c'est-à-dire une école supérieure. Personne ne savait qui était Claude Sautet. Donc, je suis revenue le cours d'après avec le DVD de François Paul et les autres. Je leur montre le DVD. Je leur dis, vous pouvez me dire le nom des hommes qui sont Comédien. sur la pochette du DVD. Et ils ne connaissaient qu'un nom. Depardieu. Exactement. Voilà. Ils connaissaient pas Yves Montand. Ils ne connaissaient pas Yves Montand, ils ne Piccoli. connaissaient pas Piccoli, ils ne connaissaient pas Reggiani. Ça m'a... Mais Ah oui, c'est effrayant, ça. ça m'a... Voilà, c'est le mot exact. C'est-à-dire que on ne fait plus fonctionner la mémoire du cinéma. Le cinéma français, c'est un grand cinéma. Et le cinéma italien, pareil. Pareil. Une nouvelle génération ne s'intéresse plus du tout à ce C'est cinéma pas qui est mythique Monicelli. des années Non, mais 60-70. ça, moi, j'en ai beaucoup parlé en Italie, et ça, on doit beaucoup ça à Berlusconi. Parce que Exactement. Berlusconi, pendant 17 ans où il est à la tête des télévisions et des King, machins comme ça, Hmm. on ne montre rien. Il restait plus que Nanni Moretti qui s'est Voilà, battu. il y a que Nani Voilà. qui arrive à tenir. Mais ce qui est terrible, c'est que les jeunes gens de 25 ans italiens aujourd'hui n'ont aucune culture cinématographique italienne. Absolument. C'est très, très, très angoissant. Et Cinecittà se visite, même Oui. si ça brûle tous les 5 ans. Et c'est une espèce de lieu totalement vide, qu'on retrouve un peu dans dans un film comme 8 et demi, etc. Mais c'est C'est ça. un lieu complètement vide, plein de fantômes. Et Il y a pas voilà, grand monde, c'est hein. fini. Non, il n'y a pas grand il y a monde. pas grand Et quand monde. moi, j'ai tourné 2 films en Italie, c'est mon orgueil. C'est un truc idiot, hein. Non, mais Mais je vous c'est mon comprends. orgueil parce que je peux jouer en italien. Et que- on vous double pas. Non. Ah bon, c'est Et votre que voix. donc, c'est Merveille. ma voix et c'est fermer la boucle par rapport à mes oui. grands-parents, mes parents. Bien sûr. Il y a un truc comme ça, voilà. Et je peux vous dire que les jeunes réalisateurs italiens, parce qu'il y a des tas de jeunes réalisateurs italiens qui ont des idées,
se battent, mais se battent comme des malades pour arriver à faire un film. C'est encore beaucoup plus difficile qu'ici. Parce que au fond, ici en France, nous sommes toujours les héritiers de ce qui s'est passé juste après-guerre. Il existe l'avance sur recette. Et bon, Oui, Canal+ a aidé et financièrement. Canal+ a beaucoup, aidé, bien et les sûr. télévisions. Mais je dis pas que c'est simple pour les jeunes réalisateurs français et réalisatrices. Mais en Italie ou en Espagne, en plus, tous les écrans sont trustés par les films américains. Bien sûr. Pour même pouvoir passer leurs films dans des salles, c'est vraiment très compliqué. Hervé parlait de cette association magnifique avec votre mari, Robert Kédikian. Et moi, j'ai tout de suite pensé, à la suite de quelques films, que ça me faisait penser à Cassavetes et à sa femme, à Gena Rowlands, où avec 3 bouts de ficelle, ils ont Oui, démarré c'est ça. aussi avec 3 bouts de ficelle comme vous, ils ont construit une œuvre. Jusqu'au jour où je vois un film qui s'appelle Gloria Mundi, Ouais. et je me dis, mais est-ce qu'il y a votre dernier film, Ouais. où tout d'un coup, il y a, je pense au À film de Gloria. Cassavetes, à Gloria. Gloria. Alors, il y a déjà Alors, parlé. je pense que vous y avez inconsciemment, pensé. je pense qu'inconsciemment, ça a fonctionné. Parce que en fait, le vrai titre, c'est que Robert voulait, c'est Sic Transit Gloria Mundi. Ainsi passe la gloire du monde. Mais les distributeurs disaient que c'était trop long. Ah oui, un et peu c'est long. du latin. Voilà. en plus, Et c'est du latin et tout ça. Donc, on a gardé Gloria Mundi. Et évidemment, tous, on a pensé à Gloria à ce moment-là. Mais oui, c'est ça. Tous, puisque Cassavetes, c'est vraiment quelqu'un qui nous a inspirés, qui C'est nous ça. a accompagnés, qui est un acteur formidable en plus, lui. Et elle est tellement géniale. Et puis, il y a le rapport Et quand puis, même muse, créateur et muse. Et puis, il y a ce truc, cette bande de gens, puisque Ben Gazzara et tous les autres ils ont fait des films Peter ensemble. Falk. Peter Peter Falk. Peter Absolument. Falk. Oh, ils ont toujours travaillé ensemble. Ils ont souvent tourné dans la maison de Cassavetes. Hush Band, qui est un film de Cassavetes que j'adore, c'est tourné dans la maison. Eh ben, comme chez vous. Voilà, Et comme ça Peter nous est arrivé Falk chez nous. donnait des cachets de Colombo pour que les Bien films sûr. de Cassavetes puissent se faire. Mais bien oui, sûr. c'est ça. Mais bien, Extraordinaire. alors nous, on a longtemps été tous payés pareil. Et même Robert faisait un contrat d'auteur. Pour Marius et Jeannette, il y a un contrat d'auteur pour tous les acteurs et pour tous les techniciens. Ah oui. Et bon, Marius, ça a fait bingo. Donc, c'était assez rigolo. Les copains disaient « Ah, j'ai eu mon cadeau de Noël. Ah, j'ai eu mon cadeau de Ben, Pâques. c'est ça. » Voilà, et c'est formidable. Et on travaille toujours ensemble. Il est arrivé des jeunes maintenant, parce qu'il y a des rôles qu'on peut plus jouer nous, mais que ce soit Anaïs Desmoustiers, Robinson Stévenin, Grégoire Le Prince Ringuet, Lola Neymarck. Ben voilà, c'est les petits, quoi. C'est les petits, et puis on se lâche. En fait, on se lâche pas. C'est tout simple. Alors justement, notre émission s'appelle Secret de fabrication au pluriel. Vous travaillez comment tous ensemble? Vous, personnellement, vous intervenez de quelle façon? Il y a des révélations, il y a des coups de téléphone. J'ai pensé cette nuit à telle chose. Vous écrivez. Comment vous travaillez tous ensemble? La première fois qu'on a fait un film, Robert et moi, ensemble, on s'est foutu sur la gueule. Ça a été terrible. Parce que moi, je croyais que je savais tout. Lui, il faisait un film pour la première fois. Il savait même pas ce que c'était une saute d'axe. Il savait rien. Rien du tout. Et il pas fait un court-métrage. Il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait. Il passait de sa thèse de 3e cycle sur la 2e internationale au cinéma. C'est pas plus compliqué, hein. Et c'est parce que son professeur de thèse est décédé que ça l'a énormément perturbé. Il voulait pas faire sa thèse avec quelqu'un d'autre. Donc, voilà, il est passé au cinéma. Et donc, moi, je sortais du conservatoire, donc moi, je savais tout. Forcément. Vous comprenez? Donc, je ne cessais de lui dire, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais bon, ça s'est fini quasi en pugilat, quoi. On a mis un peu de temps à faire un autre film, et j'ai appris, moi aussi, que le cinéma, c'est très hiérarchisé et que chacun est à sa place. Il ne s'agit pas de faire le clap à la place de... Non, à part si le clapman, pour rigoler, vous dit un jour, Oui. tu veux faire le clap, et là, vous faites le clap. Mais c'est très, très hiérarchisé. Et je pense que c'est important aussi, parce que sinon, ça part en cacahuète et on n'arrive pas à faire une journée de tournage. On ne peut pas chacun donner son avis. Il y a un réalisateur ou une réalisatrice, c'est lui le capitaine du C'est bateau. un peu comme une armée. Vous dites capitaine de bateau, c'est le même principe. C'est ça, il faut vraiment... Il y a un capitaine de bateau et on est tous là. Alors lui, il est quand même, au fond, faut le savoir, dans une solitude
épouvantable, parce qu'il passe sa journée à répondre à des questions qui sont « tu veux ça ?» et lui, il passe sa journée à dire « oui, non ». Oui, non. Et tout le monde lui dit, tu veux ça, tu le veux bleu, tu le veux jaune. Mais là, si je joue ça comme ça, c'est ça que tu veux? Non, non. Alors, moi, peut-être, je me dis que, voilà, il passe son temps à répondre à des questions. C'est tout. Et à penser à son cadre. Et à partir de là, on est arrivé petit à petit à mettre un truc en place. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, mais ça fait longtemps quand même, il y a, que ce soit Jean-Pierre Daroussin, Gérard Mélan ou moi, Robert ne nous dit rien. Au niveau direction d'acteur. Rien. Pas un mot. Tellement il vous connaît bien. On parle très peu. Il est là, il est assis. Et en fait, lui, il dit toujours, la direction d'acteur, c'est au moment du casting qu'elle se fait. Si tu choisis les bonnes personnes, tu sais qu'ils vont être proposants. Après, il ne travaille qu'avec des acteurs proposants. Il ne travaille pas avec des acteurs exécutants. Ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui lui plaît, c'est que des acteurs arrivent avec des propositions. C'est notre premier spectateur, en fait. Lui, ce qu'il adore, c'est nous regarder et se dire « Ah ben tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, c'est pas mal. » Ou « Ah ben peut-être, alors à ce moment-là, oui, tu me proposes ça, mais peut-être on peut le bouger comme ça. » Mais avant tout, la première prise, elle est comme ça. Elle est juste comme... On y va, il dit. Puis on verra. Et on peut la faire... alors, je peux pas faire Robert sans accent, parce que sinon, ce n'est pas Robert Guédiguian. Là, on l'a fait à 38 secondes, mais si vous y arrivez à 25, mais vous y arriverez jamais, mais si vous y arrivez à 25, vous êtes les meilleurs. Évidemment, on le fait en 25 secondes. Voilà. Évidemment. C'est des histoires de timing, c'est des histoires de temps, et c'est vrai que c'est super important. Le temps, le timing dans le jeu, quoi. Ça aussi, c'est des choses qu'on apprend. Après, avec des acteurs qui sont plus jeunes, les premières fois où ils sont venus, alors par exemple, Robinson Stevenin, dans un film comme La Villa, mais ça c'est Robinson, il va apprendre à conduire le bateau, il va apprendre à réparer un filet, il va savoir le faire, il va pêcher, il est très comme ça. Voilà. Il va habiter dans la maison du pêcheur, il veut pas aller habiter à l'hôtel, il dort là, il est là tout le temps. Lui, il travaille comme ça. D'accord. Mais ça gêne personne, ça va très bien. Et donc voilà, chacun. Et du coup, dès qu'il joue, Robinson, il est tellement là, tellement vrai, il y a rien à faire. Il y a juste à lui répondre. En fait, on se répond, on s'écoute, on se regarde. Et c'est ça qu'on met très longtemps à apprendre. Parce que Ben oui. très longtemps, un acteur, même quand il regarde son partenaire qui joue, il se dit, bon, alors il va falloir que je réponde, il faut que je réponde bien, attention, je vais mettre ma réplique. Non, il faut pas penser. Il faut juste être. Il faut être. Il faut lâcher. Et c'est très long, ça. Et là, c'est comme une troupe, c'est quand même unique. Hein. Il y a Cassavetes, il y a vous. Fellini aussi travaillait beaucoup avec les mais mêmes. c'est quand même une troupe qui travaille au cinéma ensemble depuis plus de 20 ans. Beaucoup Mais plus. on peut dire 30, beaucoup oui. plus, 30 ans. Ouais. En fait, on s'en est pas rendu compte, on l'a pas fait exprès, c'est venu comme ça. C'était pas son idée, Robert du tout. Guédiguian, au départ, Pas de du travailler tout. avec une troupe? Non, D'accord. pas du tout. Non, au départ, on a fait un premier film et j'étais la seule comédienne professionnelle. Ouais. Les autres, c'était ses copains d'enfance de son quartier. D'accord. Parce qu'ils connaissaient personne. Oui. Alors en même temps, vous ne travaillez pas qu'avec cette troupe sublime, on vous propose des rôles, etc. Vous vous sentez un peu déstabilisé parfois au milieu de personnes que vous ne connaissez quasiment pas ou que vous pouvez craindre. Des fois, on peut vous dire, oh là là, un tel va être un peu difficile, tu vas voir. Vous avez toujours la même jubilation, quelles que soient les circonstances? Je pense que le fait d'avoir cette assurance absolument épouvantable de ma bande fait que quand je vais sur un autre tournage, je suis extrêmement tranquille. Si j'ai quelque chose à prouver, c'est à moi-même. Je n'ai rien à prouver aux autres. Mais ça met longtemps, ça. Ce que je vous dis là, je vous l'aurais pas dit il y a 20 ans. Je n'ai rien à prouver. Si vous me prenez, c'est parce que vous avez envie de moi aujourd'hui. Et vous voyez, là, j'ai commencé un tournage. Je vous dis pas que j'avais pas peur, hein, parce que par contre, je suis très traqueuse. Ah, vous avez toujours peur? Ah oui, j'ai toujours peur.
Toujours. La C'est veille, c'est indispensable. infernal, c'est pénible. Je m'insulte moi-même en disant ben, ça va, respire. Je vais faire du vélo, je fais n'importe quoi pour que ça passe. Après, une fois que je suis sur le plateau, c'est fini. Mais avant, c'est vraiment une douleur, quoi. Et ça aussi, je voudrais rendre hommage à beaucoup d'acteurs, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont traqueurs, beaucoup d'acteurs. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être traqueur? Ça veut dire être responsable. Ça veut dire qu'il ne faut pas se moquer des gens. Ça veut dire qu'il faut que le personnage qu'on va interpréter puisse être très crédible. Donc, on a une énorme responsabilité. Moi, je fais ce métier, c'est un peu comme un sacerdoce, hein, vous voyez. Pour moi, un théâtre, c'est pareil qu'une église. Hein. J'ai exactement la même sensation. Vocation. Oui, puis même principe. quand j'entre dans un théâtre, c'est la même chose que quand j'entre dans une église. Il y a un rituel, Oui, il y a un rituel, et c'est 2 lieux bien sûr. où l'humanité se croise. Absolument. Donc, vous voyez, c'est un peu sacré ce qu'on fait, quoi. Absolument. La scène est sacrée. Mais bien sûr, je déteste qu'un spectateur puisse passer sur la scène. Ça me rend hystérique. Je suis comme vous. Mais C'est réservé Pieds, aux vous savez, professionnels. les premiers rangs, les mecs qui mettent les pieds. Mais c'est C'est affreux. hystérique. C'est sacré, une scène. Ah oui, mais absolument, c'est sacré. Et c'est sacré. Vous parliez des églises. Je sais que vous l'avez dit dans une autre interview, que vous passez beaucoup de temps dans les églises. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément de vous, jeunesse communiste, etc. Oui, bien Ça sûr. peut paraître paradoxal. Mais c'est parce que les églises sont, d'abord, c'est un lieu de silence. C'est à l'intérieur de la ville, un endroit où on entre et où d'un coup, je suis pas d'un naturel très calme, vous voyez, et je suis assez même impatiente. Je rentre dans les églises pour le silence, pour mettre en souvenir de ma grand-mère un cierge à Saint-Antoine de Padoue, même si je ne suis pas croyante, parce que ma grand-mère, quand j'étais enfant, dès qu'elle perdait quelque chose, elle disait on va mettre un cierge à Saint-Antoine, on va le retrouver. Bien souvent, ça marchait Ça d'ailleurs. marche très bien, Saint-Antoine Et de Padoue. Oui. ouais, donc, j'ai mis resté ça. J'adore aller mettre un cierge à Saint-Antoine de Padoue. Et ça me... J'écoute le silence. Et à l'intérieur du silence, je ne voudrais pas faire des phrases comme ça, mais à l'intérieur du silence, j'entends bruisser l'âme humaine. Comme C'est dans une salle de théâtre, avec un Exactement. silence. Vous êtes d'accord que tous les silences sont différents donc, Bien sûr, parmi les bien spectateurs. sûr. Et vous les sentez, vous les artistes, Absolument. immédiatement. Le silence d'une salle vide, le silence d'une salle pleine, le silence d'une salle après que le spectacle ait été joué. L'interstice entre la fin du spectacle et les applaudissements, où tout se rejoue à nouveau. Et c'est vraiment magnifique parce que c'est que de la rencontre humaine. En fait, au fond, moi, il n'y a que ça qui m'intéresse dans la vie. Vous parliez de votre grand-mère et vous avez dit une phrase dans un article du Monde qui disait vous parliez de votre maman, je suis la fille d'une femme entravée. Voilà. Et moi, j'ai pensé empêchée. D'ailleurs, je me suis dit c'est peut-être empêché aussi. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire par je suis la fille d'une femme entravée? Je suis d'une génération où moi-même, parfois, je sens que je suis entravée. Même avec toute ma grande gueule, même avec tous mes discours, c'est quelque chose, c'est très difficile. Ça a été très, très difficile pendant longtemps, je dirais presque pendant des siècles, d'être une femme. C'est compliqué. Et moi, ma mère, c'est une femme qui était très énergique, qui travaillait, qui s'occupait de ses enfants, qui était trompée royalement et moult fois par son mari, qui continuait à lui repasser ses chemises le dimanche, qui continuait à lui repasser ses pantalons, à lui faire sa lessive, qui continuait, je pense, dans un certain endroit, enfin j'en suis sûre, parce que quand mon père est mort, à l'aimer, malgré les humiliations, car c'était des humiliations, et qui ne disait rien. Ou qui, quand elle parlait, ça partait dans tous les sens. Et ne savait pas comment trouver la phrase juste pour être respectée. Parce qu'on l'avait élevée avec cette idée qu'il fallait être au service quand même. Et qu'on ne lui a pas expliqué la puissance que peut avoir une femme. Car une femme peut être très puissante. Je veux dire, quand je dis puissance, c'est pas une puissance de représentation à l'intérieur de la société. C'est juste que ce que nous sommes est très important. Très important. Oh, évidemment,
nous donnons la vie, bien sûr. Et donc ça, dès le départ, ça c'est un truc énorme, quoi. Énorme. Et je ne veux pas rentrer dans des détails, mais une femme mesure, mais c'est très court. Et souvent, elle l'oublie, parce qu'elle le mesure au milieu de la douleur, mais peut mesurer sa puissance pendant qu'elle est en train d'accoucher. Vous avez une puissance inimaginable. Je n'aurais jamais pensé qu'on pouvait avoir cette puissance-là. Vous êtes capable, vous êtes Hulk, vous êtes Hercule, vous tordez les barres. Vous êtes puissante pour supporter cette douleur. Aujourd'hui, il y a des choses pour vous aider à supporter la douleur. Mais pendant longtemps, il n'y avait rien. Oui, vous êtes sûr. puissante, vous pouvez mourir. Il faut jamais oublier ça. On peut mourir dans un accouchement. Mourir de la vie. Mourir de donner la vie. la vie. Oui, oui. Ce qui a été le cas pendant Et c'est des qui a siècles. été le cas pendant des Il siècles. est encore dans la majorité des pays. Et qui existe Bien encore. sûr. Et puis, et du coup, il y a une espèce de chose comme ça qui est et vous n'en parlez jamais. Vous n'en parlez pas. Parce que tout le monde vous dit, mais c'est naturel. Non, c'est pas si naturel que ça. Oui, votre corps est fait pour ça. Mais après, vous avez la puissance de cette inquiétude permanente. Parce qu'il y a quelque chose qui est du domaine de l'indicible, qui est comment vous sentez que votre enfant va se réveiller, par exemple. Vous sentez qu'il va se réveiller et il se réveille. Moi, c'est un truc, c'était une surprise insensée. Je me réveillais, je me disais, 5 secondes avant lui. 5 secondes avant et 5 secondes après, ça pleurait. Eh oui, Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est presque de l'animal. absolument. Du spirituel aussi, d'ailleurs, mais en tout cas de mais l'animal. mais il y a quelque chose d'animal. Et tout ça, eh bien, on nous a... alors, on avait ce pouvoir-là. On a ce pouvoir-là. Donc, il ne faut pas qu'on en ait d'autres. Donc, on nous a mis dans une maison. De On nous a poupées. enfermés de poupées, oui. Dans la cuisine. Et voilà. Et quand... et vous pouvez regarder, hein, ça c'est pas moi, c'est les chiffres. Dans des situations de crise, des situations de chômage intense, les premières, ce sont les femmes qui se retrouvent au chômage. On les renvoie dans leur cuisine. Bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis la fille d'une femme qui se levait à 6 heures, qui faisait à manger, après qui allait travailler, qui revenait à midi pour faire manger sa famille, qui repartait travailler à 14 heures, qui rentrait à 18 heures, qui se rechangeait, qui repartait faire les courses, qui faisait à manger et qui faisait manger tout le monde le soir et qui finalement pouvait écouter une émission à la télévision ou à la radio. Et à qui on disait, mais tu lis jamais. Ah ouais, quand ? Bien ça. sûr. Ben, c'est pour ça que je pense que la liberté que vous avez acquis avec avec vos mots, avec vos bras, avec votre corps, avec votre intelligence, avec votre talent, c'est une liberté revendiquée, mais Totalement. indispensable. Ça devait être indispensable pour vous. Totalement, c'est Oui. complètement C'est revendiqué. vital. Oui, bien sûr. Là, C'est un problème même. Je suis de temps en temps un peu trop excessive, mais parce que Pierre-Olivier, je n'arrive pas à accepter. C'est même pas que je l'ai décidé, c'est que je ne peux pas. C'est à l'intérieur de mon corps et à l'intérieur de mon âme. Par exemple, ce qui se passe là avec cette pandémie, qu'on m'empêche de jouer. C'est violent, c'est une une violence. violence inimaginable. Et ça fait des mois et des mois que je suis en colère. Et c'est fatigant. Il faudrait que je m'arrête. Mais je suis en colère. Quoi. Comment vous allez la sublimer, cette colère? Parce que vous allez la sublimer. Alors, vous j'ai fait un truc, en fait, j'ai écrit un livre pendant le premier confinement. Et quel est son titre? Ça s'appelle Bonjour pas. C'est Lettre au fantôme de mon père. Donc il sera sorti, il est sorti Il est déjà. sorti maintenant. Voilà. Alors après, je ne sais pas. On verra. Et le rapport aux mots, puisque j'allais C'est arriver au important. rapport aux mots, MOTS. Hmm, On a c'est parlé. formidable. Alors, c'est quoi votre rapport aux mots? C'est quoi votre rapport à la littérature? Il me semble que quand on peut maîtriser les mots, on peut échapper à la violence. Ne pas pouvoir avoir de langage pour exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi ou pour exprimer les émotions que la vie nous procure dans la vie de tous les jours, dans la rue, c'est terrible. C'est pour ça que les mots sont très, très, très importants. Et c'est pour ça, et aussi, comment les dire. Moi, je suis grande partisane de
qu'il y ait un véritable enseignement artistique dans les écoles et dès la plus petite classe, pour qu'on maîtrise notre langue, les mots, c'est la possibilité de pouvoir aussi par moments s'échapper de certaines angoisses, puisqu'on est arrivé à exprimer quelque chose. C'est la clé de la liberté. Mais absolument. Donc, mais arriver à prononcer des mots, arriver à faire des phrases, suivant les tempéraments, suivant les milieux dans lesquels on est, on parle des fois plusieurs langues, des enfants peuvent parler plusieurs langues, c'est compliqué. Et je pense que passer, par exemple, par le théâtre, c'est fondamental pour que des enfants puissent s'approprier les mots, s'approprier la langue et s'approprier la société dans laquelle ils sont. Si toute cette violence vient du fait que les mômes ont l'impression d'être extérieurs au monde et donc au monde. Les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, beaucoup d'entre eux sont perturbés pour toutes les raisons qu'on connaît, y compris sur le plan pratique et matériel. Quelle est la clé? Quelles sont les clés qu'on peut espérer pour une nouvelle vie, une vie qui sera de toute façon différente? La tolérance. Vous savez, moi, je suis marraine du Secours populaire et le Secours populaire voit arriver les mois avec une terreur insensée parce qu'il y a de plus en plus de gens et même si la pandémie va aller vers sa fin, économiquement, ça va être une catastrophe. Là, tout commence à ce niveau-là. Mais une véritable catastrophe. À côté de ça, je peux vous dire que les gens ont une capacité de don. Le Secours populaire ne sait même plus où mettre les dons. Il y en a trop. Enfin, il n'y en aura jamais trop. Mais ça, moi, c'est quelque chose qui me réconforte profondément. C'est-à-dire qu'il y a, dans l'âme humaine, toujours, il y a un côté obscur et il y a un côté très lumineux. Et dans ce qui est en train de se passer, là, moi, je voudrais qu'on mette en exergue vraiment la luminosité de l'âme humaine. Après, ça va pas être si simple que ça. Je crois qu'il faut que les médias changent peut-être un peu leur manière de parler, qu'on arrête d'être dans le spectaculaire au niveau des infos, mais que les journalistes fassent leur métier, racontent véritablement aux gens ce qui se passe et non pas fassent du spectaculaire, fassent de l'effet. Moi, je suis convoquée, contactée tellement souvent, simplement parce que je crois qu'ils se disent « Ah bah si Ascaride, elle vient, ça va être émouvant » ou je ne sais quoi, vous voyez. Ils attendent de vous un personnage. Je refuse beaucoup de choses comme ça. Après, vous savez, il faut jamais mettre de côté le côté économique. Il faut quand même savoir que les riches sont devenus plus riches et les pauvres sont devenus plus pauvres. Et il y a de plus en plus de pauvres, en plus. Et il y a de plus en plus de pauvres, et les riches vont de mieux en mieux. Absolument. Donc, il va bien falloir gérer ça. C'est pas mon métier, je suis pas une femme politique, mais et il va bien falloir que tout le monde se rende compte qu'il faut changer sa manière de vivre. Parce que si on prend pas en compte, vous savez, il y a un truc qui m'a beaucoup frappé pendant le confinement, c'est qu'un jour j'ai entendu que du fait que nous étions tous confinés, la terre tremblait moins. Nous faisons trembler la terre avec toutes les bêtises, tout ce qui est fait pour gagner de l'argent, pour faire des profits. Alors moi, j'ai juste envie de dire, pensez à faire en sorte que la terre tremble moins. Et ça peut commencer avec des toutes petites choses. Je pense qu'il y a des chercheurs qui n'en peuvent plus, qui travaillent comme des fous, quoi. Et il faut, en plus, on va arrêter avec le complotisme, hein. Tous les gens qui complotent, ils sont vivants, parce que quand ils sont petits, on leur a fait le vaccin de la variole, on leur a fait le vaccin de la tuberculose, on leur a fait le vaccin de la rougeole, et ils sont vivants.
La polio. bien et de sûr. la polio. Moi, quand j'étais enfant, il y avait beaucoup plus d'enfants encore qui avaient la polio. Absolument. C'est fini. Je ne vois plus jamais des enfants C'est avec fini. des appareillages épouvantables. Donc, on va arrêter avec ce genre de choses, quoi. La science, c'est un truc vachement bien. Comment est-ce que vous aimez transmettre déjà J'adore ça. Vous savez, je viens d'un milieu où on racontait des histoires. Et ça commence comme ça, la transmission. C'est raconter... Il était une fois. Il était une fois, ou même raconter... moi, j'ai des histoires de ma mère ou de ma grand-mère. Et ma mère me disait, c'est en 1936 que j'ai appris à danser. Je disais, ah bon, pourquoi? Elle me disait, parce que ton grand-père était enfermé dans l'usine et je devais tous les midis porter un panier. Ils envoyaient par-dessus le mur une corde avec un crochet. Ils prenaient le panier et ils remontaient le panier. Comme ça, ils mangeaient. Et puis après, comme la grève continuait, ils ont commencé à ouvrir les portes aux familles. Et puis après, il est arrivé un accordéoniste. Et on dansait. Et on faisait la grève, mais on dansait. Et ma mère m'a dit, j'ai appris à danser comme ça. Et après, moi, ma mère, elle m'a appris à danser dans la cuisine. Moi, j'ai tout dansé. J'ai dansé la java, j'ai dansé le tango, j'ai dansé le passo, j'ai dansé tout ce que vous voulez. Et c'est ma mère qui m'a appris dans la cuisine. Et moi, j'ai appris à mes enfants à danser. Quand elles rentraient de l'école, dès l'âge de 5 ans, on mettait la musique et on dansait. Voilà, la transmission, c'est tout simple. C'est raconter votre vie, raconter ce qui s'est passé avant. Moi, j'adore qu'on me raconte ce qui s'est passé avant. Et ça, on raconte ces histoires-là, mais en fait, on raconte l'histoire d'un peuple. Et c'est comme ça qu'on peut faire. Après, on dit, bah oui, mais pourquoi ça se passait comme ça, dira un enfant? Ben, parce qu'à ce moment-là, dans cette société-là, il en était comme ça. Et après, on va raconter des histoires. Mais Et pourquoi? lui, il fera pareil. Et lui, il fera pareil. Et on va raconter. Et je pense, très important, pour moi, c'est de faire entendre aux jeunes actrices, aux jeunes acteurs, que ce métier-là, s'ils ont vraiment envie de le faire, ne s'apprend pas en 3 mois. C'est toute une vie, notre métier. Jusqu'à ce qu'on meure. Jusqu'au dernier jour, on apprend. Et ça, on apprend en écoutant. Et en écoutant, on écoute qui? Quelqu'un qui transmet. Donc c'est fondamental. C'est une responsabilité des acteurs connus ou pas connus, mais qui ont 20 ans, 30 ans de métier, de transmettre et de raconter que ça ne se fait pas comme ça. Pas du tout. C'est comme un musicien. Plus ça va, plus je pense mon métier comme les musiciens. On fait des gammes tous les jours, on travaille tous les jours et on essaye d'avoir le son le plus pur. Le son le plus pur. Voilà une belle conclusion. Merci beaucoup, Ariane Ascaride, de C'est moi qui votre vous remercie. passage sur la scène de l'Atrium de Chaville. Et belle vie, belles danses à venir. À vous Merci. aussi, je vous le souhaite. Merci Merci, beaucoup. Ariane.